Cette semaine en enquête, Reed Brody, le chasseur de dictateurs, sur les traces de Baby Doc en Haïti. Non seulement il est accusé des tortures, des assassinats, mais il a totalement détruit le système judiciaire qui aurait pu lui faire le procès. Et comment Jean-Claude Duvalier a vécu pendant 25 ans en France sans être dérangé. En général, il venait dans ce petit coin-là et déjeunait très souvent en famille et venait là, disons, très discrètement. Les tribunaux français ont fini par estimer que le linge sale d'Haïti devait être lavé là-bas en Haïti. Bienvenue à Enquête. Des dictateurs qui quittent leur pays et vont se cacher, c'est devenu un grand classique. Pensons entre autres à Ben Ali en Tunisie. Les pays qui les hébergent ne s'en vantent pas, mais ne les chassent pas non plus. Jean-Claude Duvalier, l'ex-dictateur d'Haïti, est revenu tranquillement dans son pays après 25 ans d'exil en France en janvier dernier. Une équipe de télévision française a tenté de savoir comment il a été protégé par l'État pendant son séjour en France. Enquête sur le malaise et la complicité des pays amis. À chacune de ces apparitions, les rues de Port-au-Prince s'enflamment. Dans cette voiture blindée, un ancien dictateur de retour au pays après 25 ans d'exil. Surnom, Baby Doc. Jean-Claude Duvalier pour l'État civil. Chacun de ces déplacements se fait sous bonne escorte. Après une si longue absence, l'ancien despote savoure sa popularité auprès de supporters bien trop jeunes pour l'avoir connu. Car cet exil de 25 ans, l'ex-dictateur l'a passé en France. Et là-bas, il n'était pas le bienvenu. Bonsoir, c'était un président à vie, ce n'est plus qu'un ex-chef de l'État en exil. 6 février 1986, les militants des droits de l'homme réclament l'arrestation de Baby Doc. Il vient d'atterrir à Grenoble après avoir fui Haïti avec sa famille. La France l'accueille pour une semaine. Nous ne souhaitons pas qu'il reste plus longtemps, nous lui avons dit, et nous cherchons actuellement un autre territoire d'accueil. Alors demain, M. Duvalier s'en va. Le plus vite possible. Un vœu pieux car le dictateur va séjourner sur le territoire français en toute tranquillité pendant 25 ans. Où a-t-il vécu pendant toutes ces années? Pourquoi est-il resté si longtemps? Avec quelle tolérance de l'État français? Des palaces de la Côte d'Azur aux appartements de la région parisienne, récit de l'incroyable parcours de Jean-Claude Duvalier en France. Il a toujours aimé les belles villas du sud de la France. Cette nouvelle résidence avec piscine Duvalier-la loue pour près de 15 000 $ par mois. L'ex-dictateur ne se cache pas. Les fins de semaine, il s'affiche même sur la croisette. Dimanche fin d'après-midi, Jean-Claude Duvalier et 2 gardes du corps sortent de leur retraite, direction Cannes. Les seules archives de cette époque le montrent à la terrasse d'un café. L'image d'un homme tranquille, à l'abri de tout danger. Car il est persuadé qu'ici en France, il ne court aucun risque. Même le gouvernement n'a pas réussi à s'en débarrasser. En 86, la France est dirigée par un tout jeune premier ministre, Laurent Fabius. Oui, bonjour. Pour lui, Duvalier, c'est un mauvais souvenir. Un coup de bluff des Américains qui tournent la France en ridicule. Venez, Gabriel, vous pouvez commencer à corriger ça. Si vous voulez faire. Venez. Je crois que vous voulez m'interroger sur Haïti. À l'époque, Haïti est au bord de la guerre civile. Le peuple haïtien réclame le départ de Baby Doc. C'est intéressant, parce que c'est un bouquin que j'ai écrit. Oui, vous en avez je parlé t'écris dans des votre choses. livre, voilà. Alors, c'est très bien parce que ça permet... Et voilà ce qu'il écrit dans ses mémoires. Pour éviter un bain de sang entre les armées de Duvalier et les Haïtiens, les Américains exfiltrent le dictateur en avion.
Il le dépose en France et promet à Roland Dumas, le ministre des Affaires étrangères, de revenir chercher Baby Doc 7 jours plus tard. Je dis à Dumas, maintenant, tu dis aux Américains d'honorer leur engagement. Et Dumas revient et dit non. Les Américains disent non. Ce qui est vraiment une... Je ne sais pas s'il faut employer le mot de trahison diplomatique, mais enfin, c'est ça. Bon. Vous voyez dans la situation dans laquelle on se trouve. Donc, je dis à Dumas, il faut trouver un autre pays. Et donc, nous faisons le tour, enfin, c'est lui qui le fait, le tour des autres pays, y compris, je peux vous le confier, en disant que nous sommes prêts à accompagner cela d'un certain nombre de dédommagements, parce que c'est ce qui se fait. Et puis, Dumas revient en disant « aucun pays ne veut l'accepter ». Mais j'avais vraiment, non seulement l'impression, mais la certitude que la France s'était fait avoir. Il est vexé, mais bien obligé d'accueillir un dictateur à la retraite un peu collant. Dès son arrivée, Baby Doc fait une demande d'asile politique. Le temps que son dossier soit traité, on ne peut l'expulser. Jean-Claude Duvalier a donc tout le temps de profiter de la région canoise et de ses bonnes tables, comme le moulin de Mougins, à 2 pas de chez lui. En général, il venait dans ce petit coin-là et déjeunait très souvent en famille. Il venait là, disons, très discrètement. Des repas gastronomiques à 150 $ par personne, sans compter le vin. Le dictateur déchu payait toujours content. Et on envoie un homard pour la 6. Ça faisait les belles additions. Ça faisait les belles additions. Mais là, du homard au beurre de truffe toutes les semaines. Mais d'où Jean-Claude Duvalier sortait-il tout cet argent? D'après sa femme, ils ont tout laissé au pays. Pour l'avocat Jacques Salès, c'est tout le contraire. Je suppose. Bonjour, Jacques Salès, bonjour. Il a été embauché par l'État haïtien pour poursuivre Duvalier en justice devant les tribunaux français. Selon lui, Duvalier s'est constitué un magot quand il était au pouvoir. Les preuves, l'avocat les a compilées dans ses 17 volumes. Au total, les Duvalier auraient détourné 400 millions de dollars entre 1981 et 1985. Alors, il y a des centaines et des centaines et des centaines de chèques comme celui-là. Vous voyez, le chèque, c'est le ministère des Finances. Le chèque est émis à l'ordre de son Excellence Jean-Claude Duvalier. Là, c'est 15 000. Là, c'est 10 000. Là, c'est 50 000. Et vous tournez. Tous les jours, Jean-Claude Duvalier et sa femme se servaient à la Banque nationale. Ils ont vidé les comptes des ministères, mais aussi de la Régie du tabac ou des télécoms d'Haïti. Un racket systématique, sans se cacher. Sur ce chèque, par exemple, Jean-Claude Duvalier donne l'ordre de débiter le compte de la Défense nationale au bénéfice du couturier Smalto. Il utilisait l'argent public pour ses dépenses personnelles et se constituait un patrimoine. On a pu montrer qu'ils ont acheté plusieurs appartements à Neuilly et à Paris, un petit château dans l'Oise, un appartement dans la Trump Tower à New York, un petit yacht à Miami, et j'en passe. Fort de ces preuves, Jacques Salès dépose une plainte en France pour détournement de fonds. Une procédure lancée en 1986 qui ira jusqu'en cour de cassation, la plus haute juridiction française. Les conseillers des dictateurs font tout. Disons que les tribunaux français ont fini par estimer que le linge sale d'Haïti devait être lavé là-bas en Haïti. Une fois de plus, Duvalier s'en sort. Après la pause, Jean-Claude Duvalier est ruiné et ne paie plus ses factures. Monsieur Duvalier nous doit 4 500 francs depuis le mois de mai l'année dernière. Et ça, il était capable de m'en boire 4 dans la matinée. Ce type-là, il est dans notre territoire. Il plante allègrement des commerçants et il n'y a personne qui bouge. C'est quoi ce cirque? Six ans après son arrivée, les ennuis commencent. Son divorce d'abord, qui lui coûte très cher. Sa femme le quitte avec les enfants.
puis ses réserves d'argent qui s'épuisent. L'ancienne forteresse de Baby Doc offre aujourd'hui un étrange spectacle. Ce portail, habituellement infranchissable, défendu par une horde de bergers allemands, n'est plus qu'une simple formalité. Des bergers allemands, il ne reste plus que les boîtes de canigou. En 1993, Duvalier s'enfuit de sa villa. Il ne paie plus le loyer depuis des mois. La rumeur le dit ruiné. Monsieur Duvalier nous doit 4 500 francs depuis le mois de mai l'année dernière. Il nous doit dans les 45 000 francs. Je pense qu'il est plus solvable, alors je ne sais pas ce que ça va devenir. À cette époque, personne ne sait où se trouve l'ex-dictateur. Pas même Patrick Budaille. Il l'a pourtant croisé tous les matins à l'hôtel. Patrick Budaille était gérant d'un 2 étoiles au bord de l'autoroute de Cannes. C'est là? Oui, c'est là. Un matin, au milieu de l'été 95, il voit débarquer un étrange couple. Monsieur et Madame Valère. Ils ont réservé 2 chambres à près de 70 $. Pourquoi ils avaient choisi ces chambres? C'est que, comme ils avaient prévu quand même pour un séjour relativement long, on va dire, l'avantage, c'est que c'était les seules qui étaient communicantes. Donc il y avait ici monsieur Duvalier. Donc il y avait monsieur et madame. Et madame, c'était sa maman en fait? C'était sa mère. Enfin, mais ça, je l'ai su après. Jean-Claude Duvalier d'un côté, sa mère de l'autre, dans des chambres de 9 mètres carrés avec télé et petite salle de bain. On est loin, très loin des villas de la côte. Il faisait pas mal de va-et-vient quand il s'embêtait dans la coursive. Il se baladait et puis quand il avait marre de marcher, il direction le bar et là il demandait un americano. Il les aimait bien. L'americano, c'est la spécialité de la maison. J'espère que j'ai gardé la main. Parce que ça fait un moment que j'en ai pas fait. Hein. Un tiers de vermouth rouge, un tiers de vermouth blanc, un tiers de Campari. Et la touche finale du patron. Le petit coup de main que j'avais, j'ai rajouté un trait de gin. Et ça, avec une tranche d'orange, une tranche de citron, le tout bien frappé. Et ça, il était capable de m'en boire 4 dans la matinée. Donc après, il était en forme. Mais Jean-Claude Duvalier n'a même plus de quoi régler ses americanos. Ni les chambres d'ailleurs. Il reste des semaines à l'hôtel, en pension complète, sans sortir d'argent. Patrick Budaille téléphone aux gendarmes. Surprise, pour une banale affaire d'escroquerie, la brigade se déplace au grand complet. J'avais l'impression qu'il y avait un commando qui avait débarqué. De la folie. Des képis partout. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Là, il m'annonce, il me dit, écoutez, voilà, il y a une chose, apparemment, vous n'avez pas bien... On n'a pas l'impression que vous avez saisi, mais c'est monsieur et madame Valère, c'est pas monsieur et madame Valère, c'est monsieur Duvalier, le dictateur d'Haïti. Je dis, comment? Qu'est-ce que vous me racontez comme connerie, là? La note sera finalement réglée, mais l'hôtelier n'est pas au bout de ses surprises. Non seulement les gendarmes savaient déjà que les Duvalier étaient là, mais ils demandent au gérant de les reprendre à l'hôtel. Le couple reste un mois de plus et ne paye toujours pas. Jusqu'à ce matin de novembre où ils s'enfuient en voiture, laissant derrière eux une nouvelle facture de plus de 20 000 $. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils sont suivis par un hôtelier en colère. Patrick Budaille les prend en filature jusqu'à leur nouvelle cachette sur les hauteurs de Nice. C'est ce chemin-là qu'on prenait pour justement éviter de se faire repérer peut-être dans la maison. Pendant un mois, l'hôtelier note toutes les allées et venues des Duvalier. Une plainte est déposée à la gendarmerie, classée sans suite. 15 ans après les faits, Patrick Budaille n'a toujours pas récupéré ses 20 000 $. À l'époque, j'étais vraiment en boule parce que je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? On est en France. On nous bassine tous les jours qu'on est les pays du droit de l'homme. On récupère un dictateur qui est reconnu pour être Barjot de Barjot, hein, et qui est poursuivi par X associations. Et ce type-là, il est dans notre territoire, il plante allègrement des commerçants et il n'y a personne qui bouge. Je dis, c'est quoi ce cirque?
Durant toutes ces années, l'État français a-t-il protégé un dictateur, aujourd'hui accusé de crimes contre l'humanité? Jean-Claude Duvalier, un dictateur qui a pris la succession de son père et semé la terreur pendant 15 ans dans son pays avec l'aide des tontons macoutes. Est-ce que vous allez conserver l'idée de faire des élections l'an prochain? Il n'a jamais été question d'organiser d'élections. Pas d'élections. Et vous êtes président à vie? Pendant les 25 ans de sa fuite en France, 13 ministres de l'Intérieur se sont succédés. Aucun d'entre eux n'a tenté d'expulser l'ancien dictateur, pourtant sans papier sur le territoire français. Ces ministres disent ne pas se souvenir de Duvalier. Il s'est fondu dans la nature et peu à peu, tout le monde l'oublie. Baby Doc loue un petit appartement dans cet immeuble du 15e arrondissement. Ici à Paris, Baby Doc peut compter sur le soutien d'anciens fidèles, comme Jean-Claude Innocent, un courtier en assurance, toujours très occupé à ranger son bureau. Son père était tonton Macoute en Haïti. Jean-Claude Innocent a deux idoles, Jésus-Christ et Jean-Claude Duvalier. Les deux hommes deviennent proches. Ces 2 dernières années, ils dînent souvent ensemble, dans une brasserie voisine. Pendant que Jean-Claude Innocent commande des bières, Duvalier, lui, est à la diète. Fini les Americanos, il souffre de diabète. L'ex-dictateur a le mal du pays. Je l'ai vu ici, mais c'est comme si c'est quelqu'un qui était déraciné. Il était très nostalgique? Oui. Je pense que, à un moment, ça devient une obsession. On parle beaucoup d'Haïti. La nostalgie d'Haïti. C'est peut-être l'une des raisons de son retour au pays. Un voyage plutôt risqué. Dès son arrivée, la justice haïtienne l'a inculpé de corruption, détournement de fonds publics et association de malfaiteurs. Et plusieurs plaintes ont été déposées pour crimes contre l'humanité. Après la pause, le chasseur de dictateurs sur les traces de Jean-Claude Duvalier en Haïti. Un dictateur accusé des pires crimes, il revient. Est-ce qu'on peut permettre pour Haïti et pour le monde qu'il rentre en toute impunité? Jean-Claude Duvalier est enquêté par la justice haïtienne depuis son retour en Haïti en janvier dernier. Il a été inculpé de détournement de fonds et pourrait être accusé de crimes contre l'humanité. En attendant, il vit tranquillement à Port-au-Prince. Pourquoi l'a-t-on laissé revenir? L'avocat Reed Brody est un de ceux qui font pression avec les victimes pour qu'un procès ait lieu contre Baby Doc. Une de nos équipes a suivi ce chasseur de dictateurs à Port-au-Prince dans son combat contre l'impunité. Reed Brody poursuit depuis des années les tyrans soupçonnés de crimes contre l'humanité. On le surnomme le chasseur de dictateurs. Nous étions là à son arrivée en Haïti en juin dernier. Cette fois, l'ex-président Jean-Claude Duvalier est dans sa mire. Duvalier a soutenu les tontons macoutes qui ont semé la terreur en Haïti. Et vous êtes armé? Armé, oui, jusqu'au dents. Passage à tabac, enlèvement, torture, assassinat et viol étaient leur spécialité. Au moins 30 000 personnes sont mortes ou disparues durant la dictature. Il y a suffisamment de preuves pour montrer l'implication personnelle de Jean-Claude Duvalier dans ces exactions. Mais le nouveau président, Michel Martelly, voudra-t-il tenir un procès contre Jean-Claude Duvalier? Reed Brody est venu en Haïti pour le convaincre. Reed Brody travaille pour Human Rights Watch. Il a affronté plusieurs chefs d'État. Cet avocat américain bâtit sa réputation en se battant auprès des victimes de crimes de guerre et de dictature. This verdict sends a very strong signal to tyrants around the world. Dès le début de sa carrière, il devient un ennemi de la Maison-Blanche. Son enquête sur les Contras au Nicaragua, armé par le gouvernement Reagan, fait la une du New York Times. C'est lui qui dénonce en 1985
que les armes servent à massacrer des civils. Il dirige aussi le dossier qui mène à l'arrestation du dictateur chilien Augusto Pinochet à Londres en 1998. C'était une grande victoire pour la justice internationale. Une première qui envoie le message que les dictateurs ne sont plus intouchables. C'était un sonnette d'alarme pour les tyrans à travers le monde. L'ex-dictateur du Tchad, Hissène Habré, est également sur la liste de Brody. It's no secret that Hissène Habré left Chad with the contents of his country's treasury. Depuis plus de 10 ans, il tente d'organiser un procès à ce despote qui aurait ordonné la mort de 40 000 personnes. Et pendant longtemps, la personne gémit longtemps avant de mourir. Pourquoi tenter de poursuivre, d'intenter des poursuites contre Jean-Claude Duvalier? Bon, c'est Jean-Claude Duvalier qui a décidé de retourner en Haïti. Je pense que ça a été un choc pour le système. Certes, on l'avait oublié, mais quand Jean-Claude Duvalier vient en Haïti, c'est un choc. Un dictateur accusé des pires crimes, il revient. Est-ce qu'on peut permettre pour Haïti et pour le monde qu'il rentre en toute impunité? En janvier 2011, un an après le séisme, Duvalier revient en Haïti après 25 ans d'exil. Haïti est à reconstruire et des centaines de milliers d'Haïtiens vivent dans les camps. Le gouvernement de René Préval en a plein les bras et n'était pas prévenu du retour de Duvalier. La justice a été mise en marche pour voir, pour analyser, sans esprit de revanche, et le cas de Duvalier. Donc actuellement, il y a un juge d'instruction là qui mène l'enquête dans son dossier. René Magloire était conseiller juridique du gouvernement de René Préval. C'est lui qui a demandé l'aide de Reed Brody. Crime contre l'humanité, oui, c'est une première en Haïti. C'est une première en Haïti. Et c'est la raison pour laquelle il y a une équipe qui avait été montée avec des juristes haïtiens et des juristes étrangers pour justement déblayer le terrain. On dirait que Duvalier, il a commis le crime parfait. Parce que non seulement il est accusé des tortures, des assassinats, mais il a totalement détruit le système judiciaire qui aurait pu lui faire le procès. Le duvalierisme, ce système basé sur la corruption et la violence, est toujours présent. Haïti a aujourd'hui un nouveau président, Michel Martelly. Je pense qu'il a tout à y gagner, le président Martelly. Je pense que c'est une occasion pour lui de s'affranchir de cet héritage, de s'affranchir de ces étiquettes, de montrer qu'il est libre, qu'il est au-dessous de tout cela. Reed Brody est patient et surtout tenace. Il sait qu'il doit obtenir l'appui du président. Mais pour l'instant, sa demande de rendez-vous avec Martelly reste sans réponse. La volonté politique du gouvernement sera très importante. Mais ce qui est primordial pour le moment, c'est la détermination des victimes. L'accueil exubérant de quelques centaines de supporters au retour de Duvalier cache mal les blessures laissées par plus de 30 ans de duvalierisme. Si personne ne dit rien, si Duvalier rentre, s'il n'y a pas de cris et on accepte que c'était normal, on accepte qu'en Haïti, il n'y a pas de justice. Nous allons nous revoir, mais après. Les victimes, encore ébranlées, se regroupent rapidement. Elles réclament que Duvalier soit puni pour ses crimes. Mais les victimes qui sont au cours de cette table et que nous représentons les autres qui sont absents, c'est des gens qui ne demandent pas d'argent, ils ne demandent pas qu'on leur paye des maisons, ils ne demandent pas qu'on leur paye des soins de santé, ils demandent justice. Il y a deux types de preuves. Il y a ce qu'on appelle le crime base, donc il y a tellement de morts, il y a tellement de tortures, mais puis il y a des preuves qui font le lien entre les crimes et le chef de l'État. Reed Brody et son assistante rencontrent pour la première fois le collectif des victimes. Michelle Montas est une des leaders du groupe et la première à avoir porté plainte contre l'ex-président à vie. C'était le choc qu'un dictateur revienne en Haïti
estimant qu'il pouvait revenir absolument sans qu'il y ait de punition quelconque, estimant qu'il avait le droit d'être là, estimant que son régime avait été positif pour le pays. Il a parlé du fait qu'il avait installé la démocratie en Haïti, c'était ses premières déclarations. Je ne pouvais pas tolérer ça. Elle vit aujourd'hui sous haute surveillance dans sa résidence de Port-au-Prince, où Reed Brody est venu la rencontrer en privé. Cet ex-journaliste travaille aujourd'hui pour les Nations Unies. Nous avons 3000 heures d'archives sur même Haïti. On essaie de les faire mettre sur MP3. Ce que je refuse, c'est d'accepter que la peur revienne dans cette société. Et c'est ça le duvalierisme. Le duvalierisme, ça a été la peur. Le duvalierisme, c'est François Duvalier, surnommé Papa Doc, qui l'instaure en 1957 lorsqu'il est élu président. Il crée alors sa propre milice, les Tontons Macoutes, qui font régner la loi de façon brutale. Après sa mort en 1971, Jean-Claude, son fils âgé de 19 ans, hérite de la présidence à vie. Sous Bébé Doc, les arrestations arbitraires, la torture et les assassinats se poursuivent. Alors notre devise pour les VSM, ce que vous appelez les Tontons Macoutes, c'est couper tête, brûler caille. Couper les têtes, brûler les cailles, brûler les maisons. J'ai l'histoire de quelqu'un qui a été arrêté, transporté de la ville du Cap-Haïtien à Port-au-Prince, avec, dans un seau, la tête de son compagnon. En 1980, elle et son mari, le journaliste Jean-Dominique, sont contraints à l'exil. Leur crime, avoir réclamé la démocratie et dénoncé l'injustice sur les ondes de Radio Haïti. On a arrêté tous ceux qui étaient à la radio et des gens, des hommes armés sont rentrés et ont détruit tout l'équipement des studios à coups de crosse. De revolver, coups de crosse de mitrailleuse, coups de crosse et tout le monde a été arrêté. Après le départ de Duvalier en 86, Michel Montas et son mari reviennent dans leur pays. Ils continuent de réclamer la démocratie. La question n'est pas d'élire bientôt tout de suite un chef d'État, mais avant de l'élire, de déraciner le macoutisme, de déraciner le duvalierisme. Jean-Dominique est assassiné en 2000. Haïti demeure un pays instable et violent. Michel Montas réclame justice pour son mari. Je disais, quand est-ce qu'on trouvera justice? Je disais, si Jean-Dominique ne trouve pas justice, quel Haïtien trouvera justice? Je disais, on dénonçais l'impunité dans le cas d'autres assassinats. Mais réclamer justice est dangereux en Haïti. Michel Montas est aussi victime d'une tentative d'assassinat 3 ans plus tard. La clôture en métal devant sa résidence porte encore les marques des projectiles qui ont failli la tuer. Elle conserve les douilles des balles qu'on a tirées sur son mari, sur elle et sur Radio Haïti au fil des ans. On voit les victimes tenaces. C'est dangereux ce qu'ils font parce qu'on n'est jamais en sécurité dans ce pays. Les Haïtiens doutent de la volonté du nouveau président Martelly de poursuivre les démarches judiciaires entreprises par l'ancien gouvernement de René Préval. Je crois que M. Martelly a des sympathies pour le duvalierisme. Il en a eu quand il était jeune. Il les a réitérées pendant sa candidature. Porter plainte contre Duvalier, c'est pour certains d'entre eux une façon d'honorer la mémoire des disparus. Mon collègue, mon camarade, mon frère, ma sœur, mon oncle, mon père qui était là aussi, ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là pas parce qu'ils ont été malades chez eux, ils ne sont plus là parce que soit ils sont des disparus, soit ils ont été fusillés, soit ils ont été tellement maltraités pendant qu'ils étaient en prison qu'ils en sont morts et on n'a même jamais pu voir leur cadavre. Moi, si je dois parler de la dictature, il y a un mot. C'est la peur. Ça veut dire on avait tout le temps peur. Ça veut dire vous êtes dans la rue, n'importe quel militaire ou quel tonton Macoute a le droit de vous interpeller et cette interpellation peut signifier la fin. Et c'est ici que donc les gens ont été interrogés. Jean-Claude Duvalier était le chef hiérarchique. On est juste à côté du palais présidentiel.
C'est difficile de ne pas savoir ce qui s'y passe. C'est impossible qu'ils ne savaient pas. D'ailleurs, on amenait des listes des personnes qui étaient là. Ensuite, on les amenait à Fort-Dimanche pour pourrir. Fort-Dimanche, un des plus sinistres vestiges de l'ère Duvalier. C'est dans les décombres de cette prison devenue aujourd'hui bidonville que Reed Brody donne rendez-vous à Bobby Duval. La cellule de Fort-Dimanche, on l'appelait l'enfer des hommes. C'était vraiment là le camp d'extermination. Ça veut dire que quand vous étiez condamné à rentrer dans cette prison-là, vous ne devriez pas sortir naturellement. J'ai vécu le calvaire de vivre 8 mois dans cette prison. On a comptabilisé pendant mes 8 mois 180 morts. Des milliers de prisonniers politiques sont morts à Fort-Dimanche. 34 ans plus tard, revenir sur les lieux de ce cauchemar est une expérience douloureuse pour Bobby Duval. C'est toujours un problème, c'est toujours très... Mais on peut aller voir. Je vais vous montrer exactement l'espace là où j'étais. Tu vois? Imaginez-vous que, voilà, ça c'est une cellule de 3 mètres par 4 mètres. Là, imaginez-vous qu'on était 40 personnes. 40 cadavres, pratiquement. Bobby Duval cherche encore à savoir pourquoi il a été enfermé à Fort-Dimanche. Bon, on m'a jamais dit pourquoi, hein. Jusqu'à présent, c'est une des raisons pourquoi je porte plainte. C'est parce que je veux exiger de la justice haïtienne et des responsables d'alors pour me dire qu'est-ce qu'ils me reprochent, qu'est-ce qu'ils m'ont reproché. On ne peut pas oublier ce qui s'est passé là. Après la pause, Reed Brody recherche des appuis dans son combat. Nous savons que le juge Chavez, lui, il est très bien en tant que juge d'instruction. Il connaît la loi. Pourquoi? Il viole la loi. Quand il a été voir Jean-Claude Duvalier sans son greffier. Pas aujourd'hui. Je suis là avec des journalistes. Je leur ai montré le gris. En arrivant à Port-au-Prince, il est frappant de voir autant de graffitis souhaitant la bienvenue à Jean-Claude Duvalier. Lorsque vous voyez ce graffiti, cette inscription « Bon retour, Jean-Claude Duvalier », est-ce que ça vous donne l'impression que les Haïtiens ont oublié la dictature? Il y a un proverbe haïtien qui dit « Boucaille blié, poté mac songé ». Celui qui porte le coup oublie, celui qui porte la cicatrice se souvient. Le problème, c'est qu'il y a des générations qui ne connaissent pas l'histoire d'Haïti. C'est tragique, d'ailleurs. Le système de justice haïtien est en lambeaux. L'édifice même du ministère s'est effondré lors du tremblement de terre. Dans ces ruines, on retrouve beaucoup de détresse. Haïti ne fonctionne plus. Ses habitants tentent de survivre dans les décombres. Souvent, on dit, mais avec tous les problèmes qu'ont les Haïtiens, ils vont encore chercher à traduire Jean-Claude Duvalier en justice. Moi, je dis qu'un procès pour Jean-Claude Duvalier pourrait être un moteur pour reconstruire l'état de droit. Est-ce que vous savez que le Code pénal haïtien date de 1835? La deuxième chose, dans le corpus des lois en Haïti, on est tributaire d'un ensemble de lois qui ont été produites par le régime des Duvalier. Ces gens-là n'étant pas connus comme étant des démocrates, vous voyez les carcans que cela pose. La poursuite contre l'ex-dictateur Duvalier est un travail colossal. Reed Brody est appuyé par le Bureau des avocats internationaux à Port-au-Prince. Ça va, Mario? Très bien, Mario. Ça va très bien. Il retrouve Mario Joseph, avec qui il a fondé ce bureau dans les années 90. C'est une équipe du programme Enquête de Québec qui fait un reportage sur l'affaire Duvalier. OK, très bien. Et donc, Cet avocat haïtien tente d'amasser les preuves. J'aimerais bien... Eh bien, bienvenue. À votre disposition. Mais Mario Joseph est inquiet. Il doute de l'impartialité du juge d'instruction Jean Carvès, qui enquête sur Jean-Claude Duvalier et recueille les témoignages des victimes. C'est d'ailleurs ce juge qui décidera s'il y aura un procès. Donc vous avez des doutes en ce moment sur son intégrité? Beaucoup de doutes. Beaucoup de doutes. Mais les doutes sont renforcés parce qu'il a pas fait ce que la loi le dicte à faire. Durant l'enquête, Bobby Duval a témoigné devant le juge.
Un témoignage sans cesse interrompu par les avocats de Duvalier. Ils intervenaient systématiquement, non pas seulement pour moi, mais pour beaucoup d'autres témoignants. Qu'est-ce qu'ils vous disaient? Non, ils entraient dans la salle carrément. Et soi-disant pendant que le juge menait l'instruction. C'est ça le problème. Alors, c'est une forme d'intimidation? Intimidation, c'est directement intimidation. Et ces avocats-là, ils représentent qui? Duvalier, Jean-Claude Duvalier. C'est le cas. C'est une forme de provocation. Mais pour intimider les victimes. C'est pour vous dire que le juge est de connivence. J'ai été attaqué, j'ai été vilipendé par les avocats de M. Duvalier. Les pressions sont énormes. Nous avons demandé au juge Cavès de se déporter du dossier. Et parce que nous disons qu'il y a anguille sur roche, parce que nous savons que le juge Cavès, lui, il est très bien, en tant que juge d'instruction, il connaît la loi. Pourquoi? Il viole la loi. Quand il a été voir Jean-Claude Duvalier sans son greffier. Confronté à toutes ces allégations, le juge Carvès nie tout. Nous l'avons joint au téléphone. C'est faux, monsieur, c'est faux. Il peut dire ce qu'il veut, moi-même je suis un juge. C'est pas pour la première fois que je suis en train de traiter ce genre de dossier, d'accord? Néanmoins, de nombreux doutes sont soulevés sur le processus judiciaire. Reed Brody souhaite d'ailleurs en discuter avec le président. Le but original du voyage, c'était pour voir le président Martelly, Il a refusé de vous rencontrer? On nous a dit qu'il y avait de fortes chances qu'il nous rencontre, mais on n'a jamais eu ni un oui ni un non. En attendant, il frappe aux portes de plusieurs ambassades pour obtenir des appuis. Nous avons rendez-vous avec Madame l'ambassadeur. Vous rencontrez ce matin l'ambassadrice de l'Union européenne en Haïti. Qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre-là? On voudrait que l'Union européenne se prononce en faveur des poursuites contre Duvalier, enfin des enquêtes et des poursuites contre les crimes commis pendant la période Duvalier. 45 minutes plus tard, il ressort de cette rencontre sans engagement ferme de l'Europe. On ne peut pas en même temps exiger férocement pendant 16 ans l'arrestation de Mladic en ex-Yougoslavie, l'inculpation de Kadhafi, etc. et laisser passer un dictateur comme Duvalier. Mais on a trouvé une compréhension. Dictator Hunter and his sidekick get in the car. Même refrain du côté de l'ambassadeur des États-Unis. Malheureusement, il y a une perception que les États-Unis ne veulent pas le procès de Duvalier. Et donc, je pense qu'il doit aussi contrecarrer un peu cette impression-là. Je pense qu'il est sympathique à cette idée. Je voudrais maintenant que cette sympathie se traduise par des actions concrètes. Reed Brody reçoit cependant l'appui du Canada. Ottawa estime que Duvalier doit être jugé. Les nouvelles sont moins bonnes à Port-au-Prince. Brody n'obtiendra pas de rencontre avec Martelly. De notre côté, après plusieurs démarches et appels et courriels, le président accepte finalement de nous accorder une entrevue. Tous ceux qui ont ou commettront des crimes devront être traduits devant la justice, aussi simple que ça. Et ça inclut le président, l'ex-président Duvalier? Ça inclut tous ceux qui ont commis des crimes. Dont l'ex-président Duvalier? Tous ceux qui ont commis des crimes. Le nouveau président d'Haïti refuse de montrer du doigt Jean-Claude Duvalier. Une amnistie, pas seulement envers Duvalier, Aristide Eco, mais l'un envers l'autre. Parce qu'il y a cette division, il y a ce peuple qui est déchiré, tiraillé. Il n'y a pas cette union au pays. Et vous parlez de pardonner, mais en même temps, vous parlez de traduire ceux qui ont commis des crimes. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Je crois qu'il faudrait passer par cette étape d'amnistie générale, enfin. Du même souffle, Michel Martelly réaffirme l'importance de respecter les lois. On ne peut pas voler l'argent du pays et puis circuler comme ça librement, comme si c'était normal. Mais M. Duvalier qui est revenu et dont il y a des rapports comme quoi il a volé l'argent du pays, il se promène comme il veut en ce moment en Haïti. Il y en a plusieurs. C'est une culture. C'est une culture. Nous avons tenté de parler avec Jean-Claude Duvalier, mais nos nombreux appels sont restés sans réponse. On ne peut pas se permettre le luxe de continuer à avoir peur le reste de sa vie. L'enjeu pour moi d'arriver au procès de Duvalier,
Pour moi, ce n'est pas tant l'issue du procès, est-ce qu'il va être acquitté ou pas, mais le fait que le procès puisse exister, qu'il puisse se tenir, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Ne pas témoigner, ne pas dire la vérité, c'est une trahison envers ceux qui sont jeunes et qui, aujourd'hui, ne savent pas et qui sont condamnés à répéter ce qui s'est passé. Vous savez, une dictature est encore possible en Haïti, malgré les acquis des 20 dernières années. Une dictature peut encore revenir. Pour Reed Brody, ce court séjour en Haïti n'est qu'une étape dans cette lutte contre l'impunité. Il refuse de parler d'échec. Jusqu'à un certain point, le temps joue pour nous parce que ça nous permet et de rassembler des preuves et de mobiliser encore l'opinion nationale et l'opinion internationale. Il n'aime pas beaucoup le surnom de chasseur de dictateurs, même s'il admet que parfois ça peut servir les causes qu'il défend. J'ai apporté du confort et du support aux victimes dans plusieurs cas. Et de cela, je suis fier et content. Maintenant qu'on veut dire chasseur-dictateur, bon, ça, c'est les autres qui le diront et j'accepterai dans la mesure où ça nous aide. Moi, j'aime beaucoup ce que je fais parce que je rencontre des gens formidables. Des gens comme Michel Montas, comme Bobby Duval ici en Haïti, comme Suleiman Gengeng au Tchad, les victimes de Pinochet. Ce sont les gens qui ont transformé leur situation de victime en projet. Ils ont transformé la victimisation en lutte. Et c'est là où l'humanité progresse. Le juge d'instruction Jean Carvès a déposé son rapport sur Jean-Claude Duvalier au procureur en juillet dernier. Il attend maintenant une réponse pour décider si, oui ou non, il recommandera un procès contre l'ex-dictateur. Pendant ce temps, Bébé Doc est souvent vu dans les meilleurs restaurants de Port-au-Prince que peu d'Haïtiens peuvent se permettre. La semaine prochaine, le rapport Duchesneau déposé dernièrement soulignait en toutes lettres l'absence flagrante de concurrence dans le marché de l'asphalte au Québec. Une de nos équipes a scruté à la loupe le marché du bas du fleuve, Gaspésie. Depuis 7 ans, une compagnie a toujours eu les contrats dans un territoire. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire qu'il y a collusion? Je franchirais peut-être pas ce pas-là, mais je serais pas loin de le franchir. Ça a l'air d'un problème au niveau du trucage d'offres. Merci d'avoir été là. Bonsoir et à la semaine prochaine.